Comme disent la Russie, c'est l'événement diplomatique le plus important jamais organisé en Russie. L'expansion et la modernisation des BRICS est un message selon lequel toutes les institutions mondiales doivent être adaptées à l'évolution des temps. Hoje nós comercializamos com você 7 bilhões e comercializamos com a China 120 bilhões. Vocês estão ficando irrelevantes para nós. Et si on vous disait que malgré la panique ambiante, l'Occident a encore de beaux jours devant lui? Pourtant, depuis 2009, se tient chaque année une réunion à laquelle la France n'est pas conviée, le sommet des BRICS. Et en 2024, ce n'est autre que la Russie qui présidait. L'occasion pour Vladimir Poutine de discuter tranquillement et à l'abri des regards avec 30 autres dirigeants de ce monde. Le but de cette réunion? Asseoir autour d'une même table les pays qui n'ont pas les faveurs de l'Occident afin de créer un nouvel ordre économique mondial. C'est ambitieux, mais ça marche. Car depuis 2023, le PIB combiné des BRICS surpasse celui du G7. De quoi affoler certains économistes qui répètent à qui veut bien l'entendre que l'Occident c'est du passé. Mais si l'expansion de ces pays est effectivement impressionnante, sont-ils pour autant partis pour nous surpasser dans tous les domaines? Pas sûr. Problèmes structurels, dissonance interne, inégalité de développement. En réalité, les BRICS ont encore beaucoup de pain sur la planche. Peut-être trop. Et ça, c'est plutôt bon pour vous. Alors restez bien avec nous pour savoir comment en tirer le meilleur. Car contrairement à ce que certains veulent vous faire croire, aujourd'hui on vous explique pourquoi les BRICS ne vont pas dominer le monde. En 2001, la banque Goldman Sachs publie un rapport pour alerter sur la rapide croissance économique de 4 pays. Le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Ça y est, le terme BRIC vient de naître et le monde entier félicite leur croissance fulgurante. Si bien qu'un premier sommet des BRIC est organisé par la Russie en 2009. Puis les BRIC deviennent les BRICS en 2010 avec l'arrivée d'un pays africain, l'Afrique du Sud. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un club qui a du succès. Cette année, d'autres pays comme l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont encore venus grossir leurs rangs. Ce qui commence à faire du monde. Car aujourd'hui, près d'un terrien sur 2 habite les BRICS. Et encore, en bleu clair, ce sont les pays qui ont demandé leur adhésion à ce groupe. Pour vous donner une image, si toutes ces terres fusionnaient, elles formeraient un État de 5 milliards d'habitants. En comparaison, l'Amérique du Nord, c'est 400 millions d'habitants. L'Europe, 700 millions. Et encore, c'est sans parler de la baisse de la fécondité qui frappe aujourd'hui nos sociétés, qui ne risque en rien d'arranger nos histoires. La situation préoccupe même de nombreux gouvernements. La Corée du Sud vient d'annoncer la création d'un ministère dédié à cette problématique pour relancer la natalité. Les BRICS ont donc pour eux la force du nombre, mais pas que. Aujourd'hui, un tiers des énergies fossiles leur appartiennent. Ils détiennent la majorité des métaux nécessaires à l'industrie lourde. Et partout, des routes de la soie 3.0 sont en cours de développement. D'ailleurs, ce boom est bien visible. Quand on jette un œil aux courbes, on observe chez les BRICS des croissances de PIB à 2 chiffres, chose que l'on n'a pas vue par chez nous depuis longtemps. Traduction, les nouveaux géants de ce monde, ce sont les BRICS. Enfin, d'après les youtubeurs et quelques économistes qui ont des livres à écouler, car d'autres sont loin d'être emballés par cette dynamique. Malgré les bons chiffres sur le papier, il y aurait comme un parfum d'incertitude qui entoure ces pays. Et l'incertitude, ça crée un phénomène redouté des investisseurs, l'instabilité. Demandez à Cargill par exemple, mastodonte de l'agroalimentaire mondial. On vous vantait récemment leur retour au premier plan en bourse. Seulement, sur les 67 pays dans lesquels l'entreprise s'est implantée, un lui cause d'énormes pertes, le Brésil. Pourtant, le Brésil, c'est le géant du marché agroalimentaire, avec un parc littéralement 10 fois plus grand que le nôtre, mais aussi beaucoup plus productif. Grâce au climat local, certaines graines comme le soja sont récoltées 3 fois par an, au lieu d'une partout ailleurs. Mais des terres surexploitées, des pluies torrentielles, un gouvernement qui tarde à réagir, ajoutez à ça une sécheresse une fois l'inondation finie, et c'est tout un marché pourtant gigantesque qui s'écroule. Les estimations calculées pour le moment à partir d'images satellites vont de 1,8 million à 5 millions de tonnes de canne à sucre brûlée. Alors les BRICS, colosses au pied d'argile, peut-être bien. Car les économistes le savent, quand un pays dépend trop de ses matières premières, ça ne sent pas bon. C'est la théorie de la malédiction des ressources, un concept économique développé par Richard Otti en 1991. Pour faire simple, il semble exister un lien négatif entre la proportion des exportations de matières premières et le taux de croissance. Problème, on vient de le voir, les BRICS se reposent majoritairement là-dessus. De quoi faire dire à beaucoup que ces pays sont structurellement plus
fragiles que ceux du G7, mais aussi bien moins unis. En effet, s'ils ont pour but de s'entraider à se développer, les clashs entre ses membres ne sont pas rares pour autant. Et pas besoin d'être un génie pour comprendre que si nos adversaires économiques se disputent, c'est forcément bon pour nous. Récemment, l'Éthiopie et l'Égypte se sont opposés au sujet d'un projet de barrage sur le Nil, avec au passage une jolie passe d'armes entre les représentants politiques des deux camps. De plus, chaque fois que les BRICS accueillent un nouveau membre, des tensions internes se font entendre. Donc l'idée, c'est d'élargir en respectant cette parité, c'est-à-dire sa pluralité des pays du Sud. Ils sont pas unis, ils sont différents. Mais alors, pourquoi des pays censés être unis en viennent à multiplier les clashs? Déjà, il faut savoir que contrairement à celle du G7, les réunions des BRICS se font dans un cadre informel, un peu comme une soirée entre amis. Et si aucune alliance officielle n'a été pactée entre tout ce beau monde, c'est probablement car ces États ont parfois des cultures très variées, mais aussi des intérêts très divers. Un exemple. En 2023, l'Inde se pose en défenseur de la paix du monde, adressant au passage un tacle à quelques collègues. Bien qu'elle-même ne soit pas exempt de tout reproche, avec notamment sa guerre qui l'oppose au Pakistan depuis des décennies. En tout, ces 3 dernières décennies, cette guerre larvée aurait fait au moins 70 000 morts. Mais malgré ses déclarations pacifistes, l'Inde n'a jamais ouvertement condamné la Russie et se contente de voter blanc lorsque l'on évoque le sujet à l'ONU. De quoi faire dire à beaucoup qu'elle mène un double jeu. D'un côté, elle semble appeler à la paix, mais de l'autre, elle ne fait rien pour l'atteindre. Mais finalement, c'est loin d'être surprenant. On vous le disait déjà il y a 3 mois, mais s'il y a bien un grand gagnant à cette guerre, c'est l'Inde. Pour respecter le blocus imposé à la Russie, notre gouvernement a décidé de ne plus importer son or noir. Alors aujourd'hui, la France se fournit en Inde. Le problème, c'est que l'Inde achète elle-même ses stocks à la Russie. Le point commun à l'origine de ces tensions est souvent le même, l'argent. Petit exemple, en 2009, les BRICS, première version, appelaient déjà à la création d'une nouvelle monnaie internationale. Oui, les BRICS ont bel et bien envisagé de concurrencer le dollar qui pèse aujourd'hui pour 44% des transactions entre les pays. Mais 15 ans plus tard, cette idée est toujours au point mort. Et ce, pour une raison toute simple. Les devises actuelles des BRICS sont trop éloignées les unes des autres pour trouver un moyen d'unifier toutes les monnaies de façon équitable. Depuis l'invention du terme BRICS, le réal brésilien a perdu 46% par rapport au dollar. Le rouble russe, 68%, et la roupie indienne, 42%. Mais le yuan chinois, lui, a en revanche progressé de 13% sur la même période. En Chine, le processus d'internationalisation de la finance a rencontré des difficultés dans le temps, en particulier avec une tentative d'avancer très vite en 2015. Et oui. La Chine a beau être un géant, elle rencontre parfois des imprévus, ce qui, là non plus, ne rassure pas les investisseurs. Toujours est-il que malgré ce couac, l'Empire du Milieu s'en sort mieux que ses collègues. Voilà pourquoi la Chine aspire aujourd'hui à laisser tomber cette idée de monnaie commune. Aujourd'hui, plutôt que de créer une nouvelle devise, l'objectif de Pékin est désormais d'internationaliser la sienne. Preuve en est, le yuan a doublé de volume dans la part des échanges internationaux. Mais bon, passer de 2 à 4%, entre nous, ce n'est pas non plus si impressionnant que ça. Pour résumer, si l'objectif affiché des BRICS est bien de concurrencer l'hégémonie des monnaies occidentales, dans les faits, ils peinent toujours à concrétiser leurs espoirs. Voilà pourquoi, en dépit d'une relative bonne santé, les marchés du Sud sont encore boudés par les investisseurs. Et vous allez vite comprendre pourquoi. En 2011, les BRICS créent leur fonds d'investissement. Le but, faire investir sociétés et particuliers du monde entier dans leur essor. Si ça marche, alors ces pays s'affirmeront comme l'Eldorado de l'investissement, grappillant encore du terrain au G7. Si ça ne marche pas, les banques des BRICS perdront du crédit sur le plan international. Spoiler, ça n'a pas marché. Как говорят дипломаты, проходят или не проходят. Ça, c'est l'évolution de ce fameux fonds d'investissement, dans lequel vous pouviez investir en 2011 dans une quarantaine d'actions. Problème, il n'en reste aujourd'hui que 11 à la disposition des investisseurs européens. Les données de Morningstar, le baromètre mondial du marché boursier, nous montrent que leurs actifs sont passés de 7,63 milliards d'euros fin 2011 à 1,31 milliard d'euros en décembre 2022. Un échec qui s'explique par les mauvais chiffres russes et brésiliens de ces 10 dernières années. Enfin, mauvais, non. Disons simplement qu'ils n'ont pas été aussi bons que les projections ne le laissaient penser. En effet, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud se sont désolidarisés de cette tentative, déclarant publiquement que le but de fonds d'investissement n'a jamais été de défier l'Occident. Preuve que même en étant dans les BRICS, l'Occident fait toujours peur.
et que les défier ouvertement fait réfléchir à 2 fois. Autre coup dur pour les BRICS, plus récent celui-ci, l'exclusion de la Russie du système SWIFT, la plus grande plateforme de ce monde pour effectuer des transactions financières. Niveau chiffres, SWIFT c'est ça. Plus de 11 000 institutions référencées, 200 pays membres et 42 millions de transactions par jour. Forcément, être exclu d'un tel système, c'est mauvais pour les affaires. En réponse, la Russie contre-attaque et développe son propre dispositif. Vladimir Poutine a décidé de développer un canal alternatif, le SPFS. Donc c'est un système de messagerie alternative à SWIFT. Du côté du Kremlin, on parle de franche réussite. Au total, 557 banques et entreprises ont établi des connexions avec le système, dont 159 étrangères. Soyons francs, pour une plateforme si récente, ça reste impressionnant, mais on est encore très loin de vivre une révolution. Et puis, d'une manière générale, il en faudra plus pour déboulonner les bourses des pays du Nord. Dans le top 10 des bourses de ce monde, seules 3 sont enregistrées dans les BRICS, tout en Chine. Les autres sont toutes dans les pays du G7. Mais au-delà des marchés financiers, côté population aussi, on observe de grosses inégalités. On vous disait en introduction, le PIB des BRICS dépasse aujourd'hui celui du G7. Certes, mais ce que personne ne dit, c'est que leur PIB par habitant est largement en dessous de celui de ses concurrents. Pour preuve, en moyenne, un Américain a un pouvoir d'achat 12 fois supérieur à celui d'un Indien. C'est comme un match de foot avec 50 enfants contre 5 professionnels. Certes, les 50 enfants ont probablement plus d'énergie, prennent plus de place et sont plus nombreux, mais au final, c'est bien les 5 professionnels qui finiront par gagner. Et malgré les démarches administratives pas toujours très claires, les possibilités d'entreprendre sont souvent plus ouvertes en Occident. D'ailleurs, pour ceux qui veulent lancer leur petite activité en parallèle de leur travail pour se créer un revenu complémentaire, on vous dévoile notre méthode déjà validée par des milliers d'entre vous. Le lien est dans la description. Alors, maintenant que vous êtes incollables sur les BRICS, que faire pour essayer de tirer profit de la situation? Première idée, investir dans le secteur du luxe. Ça peut sembler paradoxal, à l'heure où la précarité est plus forte que jamais et que notre bon vieux LVMH est en chute libre, mais malgré tout, le nombre de millionnaires dans le monde augmente drastiquement d'année en année. Et forcément, plus de riches, c'est plus de clients potentiels pour les marques les plus prestigieuses. Et même si ce trimestre n'est pas le plus glorieux de l'histoire du luxe, les chiffres sur 10 ans donnent tout de même le sourire à leurs actionnaires. En fait, c'est probablement le moment parfait pour s'y intéresser. Comme dit Warren Buffett, « Soyez craintifs quand les autres sont avides, soyez avides quand les autres sont craintifs. » On ne regarde pas un horizon à un trimestre, 2 trimestres, mais plutôt à très long terme. Également, on vous parlait de la volatilité des marchés des ressources premières, avec l'échec de Cargill au Brésil. Oui, si vous avez investi dans les filières brésiliennes de Cargill, vous avez perdu de l'argent. Pourtant, la maison mère Cargill réalise d'excellents chiffres. Pourquoi? En fait, cette entreprise a recours à tellement de diversification qu'il faudrait un véritable séisme pour mettre à mal ses actions. Alors, par un jeu administratif pas toujours très clair, elle peut très bien éponger les mauvais chiffres d'un secteur par ceux d'un autre ayant beaucoup mieux fonctionné. Et au-delà de Cargill, tous les géants du marché du bien de consommation fonctionnent aujourd'hui de la sorte. D'autres exemples, malgré la guerre en Ukraine, malgré les sécheresses records et malgré les problèmes d'approvisionnement, en 10 ans, les actions de Cisco Corporation ont fait plus 100%, plus 87% pour Procter & Gamble et plus 74% pour Unilever. Pas mal, en effet. Autre question qu'on nous pose parfois sur les BRICS. Au vu des chiffres actuels, dois-je investir dans le yuan ? Ce n'est pas idiot, mais ce sera sans nous pour le moment. La Chine achète désormais son pétrole en yuan à l'Arabie Saoudite. Preuve de l'importance qu'a pris cette monnaie à l'échelle mondiale. Mais la crise immobilière qui la frappe de plein fouet laisse encore planer trop d'incertitudes pour foncer. Le chiffre est sans appel. 50 des 100 plus gros promoteurs du pays ont fait faillite, laissant des dizaines de milliers de chantiers à l'arrêt. Problème, s'il y a bien un indicateur de la bonne santé d'un pays, c'est la bonne santé de son secteur du bâtiment. Imaginez qu'il se passe la même chose aux USA, on crierait à l'effondrement sur tous les toits. Selon les dernières prévisions de Bloomberg, la croissance pour cette année a été même revue à la baisse, à 5,1% contre 5,7% précédemment. L'économie chinoise ne dépasserait pas de sitôt l'économie américaine. Alors, la Chine est toujours plus riche que les États-Unis, certes, mais les États-Unis sont plus riches que tous les autres pays des BRICS réunis. Le Texas, à lui seul, est la 8e économie du monde. Et rien qu'en vendant des armes, les USA brassent plus de cash que le Qatar. Donc ne vous en faites pas. Malgré les tensions internes qui secouent le pays, l'hégémonie de l'oncle Sam, et par extension celle du G7, ne sont pas prêtes de s'écrouler.
Alors attention, le but de cette vidéo n'est pas de vous décourager de croire aux BRICS, qui restent malgré tout des géants et pour beaucoup des pays magnifiques. Disons juste qu'il faut savoir rester lucide et rester attentif à tous les sons de cloche. Car avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il risque d'y avoir du nouveau sur les marchés internationaux, et pas qu'un peu. Mais ne vous en faites pas, on va très vite vous en parler. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. En 1989, le mur de Berlin s'écroule. Peu après, c'est au tour de l'URSS, puis du bloc de l'Est dans son ensemble. C'est la fin de la guerre froide. Du moins, officiellement. Car on vient de le voir, 30 ans plus tard, le monde semble toujours coupé en deux. Et si hier on parlait d'opposition Est-Ouest, aujourd'hui on parle de conflit Nord-Sud. Comme quoi, la paix et l'harmonie totale entre tous les pays du monde, c'est pas pour demain. En attendant, pour retrouver un peu de sérénité et protéger votre épargne, abonnez-vous et regardez notre lien en description.